Eh bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous ce midi pour ce nouveau webinaire avec Sylvana De Santis sur le sujet très chaud du moment, IA et Product Management, faire mieux que juste suivre la tendance. Donc, avant de démarrer cet échange évidemment avec Sylvana, je vais vous rappeler quelques petites règles. Je sais pas si tu peux passer, Sylvana, les... Pardon, excuse-moi. Donc, évidemment, c'est enregistré. Le replay sera disponible dans les jours qui viendront. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette session-là. On la veut la plus interactive possible dans le chat. Ou sinon, normalement, vous avez un petit bouton qui apparaît au milieu de l'écran où vous pouvez demander à prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à cliquer là-dessus et à prendre la parole et nous la demander. Et on terminera un tout petit peu avant 14 heures, puisqu'on sait que tout le monde enchaîne sur ces après-midi. Voilà. Sylvana, je te laisse te présenter. Oui, bah, tout à fait. Bonjour, je suis Sylvana, donc j'ai travaillé dans le produit et dans l'IA depuis un peu plus de 15 ans. Presque toujours travaillé dans l'IA. Donc j'ai commencé très tôt. L'IA était un concept un peu vague à l'époque. On faisait des agents conversationnels. Le marché était pas du tout mûr, mais entre la France et les US, on commençait à voir un peu l'influence et l'utilité de l'IA. Après, j'ai continué toujours un produit dans des sociétés qui faisaient plutôt des modèles, donc très, très tech. Plus récemment, je me suis occupée plutôt d'applicatifs, donc des liens appliqués à des use cases plus concrets dans la legal tech, dans le retail. Aujourd'hui, pareil, je monte ma boîte dans l'IA, dans le travel. Donc, vous l'avez compris, évidemment, c'est pour ça que j'ai invité Sylvana, puisqu'on va parler IA, GenAI, etc. Et quitte à en parler, autant en parler avec une experte du sujet et pas une experte qui a 2 ans d'expérience. Donc, moi, je me rappelle, je suis Marion Le Cerf, je suis cofondatrice de Fluo et coach produit et je serai l'animatrice de ce webinaire. Donc, n'hésitez toujours pas à poser des questions dans le chat, je les prendrai au fur et à mesure. Alors, je vais commencer. Comme Marion le disait, ça fait un peu 2 ans qu'il y a appris et que la Genia plutôt a pris un peu son essor. C'est devenu un peu démocratisé pour tout le monde et ça commence à devenir un peu le bazar. En ce moment, il y a tout le monde qui s'y met, tout le monde qui commence à produire des produits avec des l'IA ou des features qui embarquent des composantes IA. On suit presque plus. Même moi, j'arrive plus à tester tout ce qu'il faut tester. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où il y en a un peu partout, tout le monde en parle, tout le monde dit un peu à son avis, et c'est bien. C'est une bonne chose. C'est ce qui signifie que l'IA se démocratise un peu, que tout le monde peut en faire, que tout le monde arrive à en faire. Donc, ça devient quelque chose de plus simple. Moi, quand j'ai commencé à mon époque, c'était un peu quelque chose qui était un peu caché, une niche très geek. Et c'est bien qu'aujourd'hui, on commence à comprendre la puissance, l'intérêt de façon un peu plus générale. Côté de la médaille un peu moins shiny, c'est que je vous disais, je monte une boîte dans l'IA aujourd'hui. Moi-même, je n'arrive plus à tester tous les produits qui pop et qui nous permettent de faire des choses très simplement avec l'IA, que ce soit des prototypes, mais aussi des vidéos, ou des maquettes. Il y a un peu un fond généralisé. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais dans une entreprise et donc j'ai vu cette vague monter. Les demandes à faire quelque chose avec l'IA arrivaient presque quotidiennement et c'était pas seulement en interne, donc pas seulement pour que la boîte ne perde pas les créneaux, mais ça venait aussi des clients. Et c'était ça un peu la nouveauté par rapport à ce que j'ai pu voir avant, c'est que même les clients eux-mêmes, ils nous demandaient, mais qu'est-ce que vous faites avec l'IA? Comment vous l'exploitez? Comment vous l'utilisez? Ce qui fait qu'il y a une pression toujours un peu plus croissante sur les équipes pour tenir le pas. Ce que ça donne des solutions qui par contre fonctionnent rarement parce qu'ils sont normalement implémentés dans la rapidité et sous la pression des stakeholders.
ça fait de la dette produit et technique, même si on en parlera un peu après. Sur le moment, on croit pas que ça va avoir un impact aussi fort. Ça donne des fonctionnalités peu claires côté utilisateur. On comprend pas parce que c'est là, c'est un peu posé et on comprend rarement ce que ça fait. Et parfois, on a des petits bugs qui font qu'on commence à perdre un peu de crédibilité vis-à-vis des clients, même sous des entreprises qui ont déjà un historique IA et qui jusqu'à là, ils faisaient ça très très bien. Cette vitesse crée des tensions en interne, en externe, avec des équipes. Cependant, la GenAI reste un outil hyper puissant. Et donc, comprendre comment l'utiliser, c'est fondamental aujourd'hui, surtout un produit, pour pouvoir pas seulement respecter la vague du moment et rester dans la tendance, mais vraiment pour ajouter de la valeur ajoutée au produit. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment un outil hyper puissant qui nous donne la capacité de faire beaucoup plus de ce qu'on faisait jusqu'à hier. Donc, comprendre comment il fonctionne est hyper important aujourd'hui. Et comprendre comment il fonctionne, pour moi, ça passe aussi de comprendre qu'est-ce que c'est et quelles sont aussi ses limitations. Si on n'arrive pas à comprendre les limitations, on n'arrivera pas à exploiter sa puissance à son juste titre. Tout d'abord, et vous m'interrompez quand vous voulez, poser vos questions, Marion. Si tu regardes le chat, n'hésite pas à J'étais m'interrompre. justement en train de dire, n'hésite pas à J'ai hésiter de entendu un poser des petit questions, bip. Sylvana. Parce que n'hésitez pas, moi je ne vois pas le chat, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, la, la GenAI, donc la tendance du moment qui a explosé il y a 2 ans, c'est juste une facette de l'IA, ce n'est pas l'IA. On a tendance à dire faites quelque chose avec l'IA et on sous-entend GenAI, mais l'IA existe depuis plus longtemps que ça, beaucoup plus longtemps que moi j'y travaille depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, mais elle existe depuis les années 70. Donc on n'est pas sous un territoire nouveau, on est sous quelque chose qui a 1 million d'applications différentes et des façons de faire différemment. La GenAI, c'en est une, et c'est peut-être celle à laquelle on a le plus accès aujourd'hui, des façons les plus généralisées et faciles, entre guillemets. Mais il faut comprendre qu'on peut exploiter l'IA de différentes façons, et que jusqu'à hier, on faisait de la prédiction avec du machine learning et on peut continuer à le faire. Ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, ça se fait plus. Donc, si vous faites du machine learning dans votre entreprise et que vous trouvez que c'est très, très utile, c'est très, très bien, et il ne faut pas forcément utiliser la GenAI pour faire autre chose. Ce qu'il y a d'intéressant à savoir et ce qui parfois échappe un peu, c'est logique. Quand on les dit, tout le monde dit oui, c'est logique, mais on l'oublie souvent, c'est que ce n'est pas déterministe. C'est un outil statistique et du coup, ça signifie qu'avec le même input, ça donnera pas forcément la même réponse. C'est magique pour certains côtés. Sur de la production des contenus, l'effet que ça soit pas toujours la même chose, qu'il soit diversifié, c'est exactement ce qu'on cherche. Mais, et ça nous rapporte au troisième point, côté produit, donc côté interne, côté test, ça ajoute de la difficulté supplémentaire parce que ce n'est pas testable comme une feature classique. On peut pas lui dire avec l'input A, je veux le résultat B, et s'attendre à avoir toujours la même chose. Donc, la suite des tests et tout ce qui est troubleshooting, quand on parle de GenAI, ça devient quelque chose de hyper complexe, et on n'a pas forcément ça en tête lorsqu'on met en place un agent ou une fonctionnalité qui produit du contenu ou qui produit du texte de façon un peu générale. Et après, il faut savoir qu'il se trompe. Vas-y. Pardon. Non, j'ai vu que c'est un point hyper important. Tu parlais de dette produit tout à l'heure, et là de bien garder en tête aussi et le côté dette produit qu'on peut créer, et ce côté aussi la feature va être difficilement testable, parce que d'un point de vue d'un project manager, c'est aussi comprendre tout ça
Et comme tu es très bien en train de l'expliquer, je pense que c'est des points qui sont fondamentaux parce que tous les jours, moi, j'en entends qui me disent, bah, en fait, on n'arrive plus à tester. Bah ouais, les gars. Ah oui. Bah, c'est un peu le sens intime. Après, il y a des techniques et aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans tous les détails, mais il y a des techniques, des tests qui peuvent être mis en place. Euh, le- on s'en sort très bien. On peut tester et on peut s'assurer que la qualité soit bonne. Par contre, ça sera pas déterministe. On peut pas dire en cliquant sur le site subscribe, je vais atterrir sur une page. On ne peut pas avoir cette cheminement mental qu'on avait jusqu'ici sur des fonctionnalités qui étaient complètement déterministes. L'autre point, c'est que la GenAI, donc un LLM, peut se tromper. Ça, l'IA en général se trompe dans le sens qu'il n'y aura jamais 100% de précision, n'importe quelle soit la feature d'IA que vous avez, vous n'aurez jamais 100%, même sur du ML, pour faire de la prédiction des succès. Les 100% n'existe pas. Par contre, ce que rajoute la GenAI, c'est qu'elle se trompe avec aplomb. Et donc, elle est fait convaincue de, de dire le vrai avec une assurance qui nous fait douter. Donc, on ne remarque pas du premier abord qu'elle s'est trompée. On pourrait y croire, surtout si on l'applique à des secteurs qu'on ne connaît pas. Si on demande une traduction d'un test en chinois, en français, bah, on croit qu'elle ne s'est pas trompée parce qu'on ne peut pas vérifier. Donc, l'effet de savoir qu'elle peut se tromper est quelque chose qu'on doit avoir toujours en tête. Et du coup, si on veut vraiment qu'elle se trompe pas, vu qu'elle n'est pas déterministe et qu'elle peut se tromper, on doit vraiment, vraiment réfléchir en amont comment faire pour éviter des cas qui pourraient être dangereux pour le business ou pour l'image des marques ou pour notre produit, quoi que soit l'application. Donc, ces 4 points, c'est pas les seules caractéristiques, mais c'est ce que j'ai choisi parce que c'est un peu là où on met en place un LLM et après on les découvre à peu coup. C'est un peu la face cachée de tout ça. C'est les plus évidents, c'est qui peuvent faire le plus mal, c'est qui apparaissent euh, presque la semaine des déploiements. Donc, c'est les points précis. Mais bon, les erreurs typiques qu'on fait du coup en déployant une fonctionnalité, c'est exactement ça. C'est de négliger, comme disait Marion, qu'il y a une complexité technique derrière tout système d'intelligence artificielle. On rajoute une couche techniquement pas stable à quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui était peut-être pas stable, rien n'est stable. On a fait du produit tous, on sait très bien qu'on n'a pas, qu'on a des bugs en production et qu'on laisse vivre parce que c'est pas intéressant à tester, mais qui était contrôlé. Aujourd'hui, en rajoutant une couche d'IA dans le produit, on rajoute une couche qui n'est pas facilement contrôlable. Donc, on va pas juste la plug and play et la laisser vivre. On peut pas se permettre ça parce qu'elle va s'installer comme un mauvais invité, y rester et à toucher à plusieurs parties de notre produit qui jusqu'à là fonctionnaient très bien et qui tout à coup commencent à devenir un peu à se comporter différemment. Donc, il faut vraiment prendre en compte l'effet qu'il y a une complexité technique qu'on va ajouter à notre stack qui n'est pas anodine. Et en plus, on ne peut pas la laisser tranquille dans le sens où elle va pas se souffrir elle-même. On peut pas, même si on aurait envie de le faire, qu'aujourd'hui, la simplicité de la mise en place et la facilité d'usage d'un LLM peuvent nous dire que euh, tout ça, c'est suffit. On parle à ChatGPT, il a réponse à tout. On lui demande de faire des calculs, il fait des calculs, de nous générer une photo, il nous génère une photo ou de nous raconter une blague, il les fait. On a tendance à se dire, bah, elle se suffit elle-même. Elle saura prendre en compte toutes les facettes de mon métier et de les traduire à ce que je veux, test, voix, vidéo, images. En réalité, c'est pas du tout comme ça. C'est un peu comme si on prenait un employé hyper intelligent qui a un track record assez important et qu'on lui demandait
les premiers jours de travail, d'être hyper performant sans onboarding. Ça ne marcherait pas. Il connaît personne, il sait pas comment bouger, il sait pas qui est qui, ni qui fait quoi et ni comment le faire. Donc, même si la personne est super smart, il a besoin d'un onboarding, il a besoin d'être suivi et il a besoin d'être cadré. On verra après un peu plus dans le détail ça. Et surtout, il va pas s'améliorer, et comme un employé qui arrive dans une nouvelle entreprise, il va pas s'améliorer si on la suit pas. Donc, elle va pas apprendre toute seule comment se comporter. Elle doit être suivie, elle doit être nourrie, elle doit être cadrée, mais aussi nourrie des feedbacks reçus. Donc, la question de la feedback loop qu'on oublie souvent sur l'IA est déjà une question très, très importante. Sur la GenIA, elle devient vraiment un sujet et on a tendance un peu à les mettre de côté parce qu'on ne sait pas trop comment traiter cette feedback loop. Donc ça, c'est les erreurs les plus communes que j'ai vues dans mon expérience pendant les 2 dernières années, un peu autour de moi. Hem, il y en a un autre que j'ai pas cité parce que c'est un peu plus, ça sort aussi un peu plus du produit, ça touche un peu plus le design, qui est celui d'implémenter de l'IA avec le bon design. Aujourd'hui, on a une fenêtre de chat, on a tendance à faire des agents, donc on a tendance à reproduire ça, mais parfois, ce n'est pas la bonne approche. Nous, moi, j'avais la chance d'être dans une entreprise avant qui avait déjà une fibre IA forte, donc ce n'était pas une entreprise qui ne faisait pas d'IA avant, mais on avait essayé de créer un petit agent qui pouvait nous aider à rendre plus explicite notre système de réco, parce qu'on faisait un système de réco, mais ce n'était pas la bonne interface, c'était pas la bonne UX à l'intérieur de ce qu'on avait déjà, et du coup, nos clients n'utilisaient pas trop. Les risques, exactement ça, les risques qu'on se dise que la GenAI ne sert pas parce que les personnes ne l'utilisent pas, alors que c'est pas le vrai problème. Les gens ne l'utilisent pas parce que c'est peut-être pas la bonne interface qu'on leur a offert, que c'est pas au bon endroit. Mais bon, ça, on rentrera plus dans les détails, le discours un peu plus complexe, quand ça commence à toucher aussi l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on n'avait pas le temps de rentrer là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je pense que tout le monde Super. t'écoute religieusement. Et surtout parce que je voulais vraiment me focaliser sur un sujet qui est un peu aussi à la mode aujourd'hui, ces fameux PMI qui commencent à devenir un peu la star, la rockstar du moment. On a vu tous, on a des stats sur même les salaires ou les demandes d'embauche des PM. Le PMI, ça monte en salaire, ça monte en demande. On voit de plus en plus d'offres de travail passer autour de nous. Alors moi, j'ai un avis un peu plus mitigé sur la question. Je ne pense pas que les entreprises ont besoin de PMI. On ne doit pas embaucher un PMI. Par contre, je suis convaincue et j'ai un avis assez fort sur le fait que tous les PM doivent comprendre comment l'IA marche parce que ça modifie complètement notre travail au quotidien. Et il ne suffit pas à une entreprise d'avoir un expert qui vient euh, mettre un peu de l'IA partout dans des features. Il faut vraiment que tous les PM comprennent à quel point l'IA va impacter leur job au quotidien et comment les rôles changent un peu. On a parlé brièvement en intro, les, on ne peut plus être dans un monde où, comme avant, je simplifie, vraiment, je simplifie au plus haut point, mais on définissait une solution, on la passait à un dev, on testait et on la mettait en production. Aujourd'hui, ces schémas qui étaient très linéaires change parce qu'on l'avait dit, on l'a dit avant, l'IA n'est pas déterministe, il y a tout un système qui rentre en place. C'est un peu comme une pieuvre qui va s'installer, surtout dans des stacks qui ne sont pas AI first, peut-être qu'ils ne sont pas prêts à les accueillir. Donc, il y a
énormément des choses à prendre en compte avant de se lancer dans, dans une, dans une feature IA, dans une partie IA du produit, dans l'intégration de ces modèles. Il faut comprendre que déjà comme l'IA fonctionne, on l'a déjà dit, mais il faut vraiment réfléchir à une stratégie long terme. Et c'est ça qu'aujourd'hui on a tendance à négliger, pris un peu par la vitesse à quel point les choses vont vite, à quel point ça change, à quel point tous les jours il y a un nouveau modèle qui sort, qui nous donne d'autres outils, d'autres possibilités, d'autres fonctionnalités et ça nous fait imaginer très vite une solution finale, mais il faudrait peut-être l'intégrer un peu sur la stratégie de l'entreprise aujourd'hui et la stratégie sur long terme où on veut aller et comment cette IA va s'intégrer dans les 5 années à venir plutôt que dire allez, on va mettre en place ces modèles, on verra bien comme ça évolue dans le temps, sans avoir vraiment une vision assez claire sur ce qu'on va faire. La chose importante pour un PM, vraiment, c'est super important, c'est qu'il faut cadrer la solution qu'on met en place. Il faut lui donner des objectifs, il faut comprendre des limites et lui donner des limites, donc des règles de gestion. Il faut lui dire ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, et donc l'insérer dans un contexte très fort. J'entends peu parler des contextes aujourd'hui lorsqu'on parle des GenAI, surtout sur des applications qui ne sont pas des énormes applications. Le contexte pour la GenAI est super important. On disait de l'employé qui arrive dans une entreprise des jours 1, même si c'est le meilleur professionnel qu'on peut trouver sur le marché, cette personne ne va pas avoir le contexte. Et c'est ça qui lui empêche de performer du jour 1. C'est qu'il a besoin d'énormément de contexte, besoin de connaître les nuances. Il a besoin de savoir de façon spécifique qu'est-ce que les choses, comment se comportent les personnes autour de lui, les clients, mais aussi les autres fonctionnalités. Quelle est la data qu'on a déjà disponible? Donc, tous ces contextes-là, ça permettra à l'IA vraiment de devenir la fonctionnalité qu'on avait en tête, qu'on a dit, ah, ce modèle, c'est nickel pour ce que je veux faire. Ce n'est pas l'IA en soi. Euh, on a l'impression pendant les derniers mois, peut-être vous avez la même impression que moi, que ChatGPT s'améliore ou s'améliore pas. En réalité, il réagit juste de façon différente en fonction au contexte qu'on lui donne. Si on lui parle toujours de la même chose, il va devenir très bon sur certains aspects parce qu'il a commencé à comprendre comment on écrit, il a commencé à comprendre qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui ne nous intéresse pas. Lorsqu'on fait une tâche complètement nouvelle, qu'on veut, c'est des démarches et des idées, de faire, je sais pas, de demander à ChatGPT de me faire un article sur un sujet complètement dont je n'ai jamais parlé, dont je n'ai donné aucune bille, là, la réponse sera très plate, très généraliste. Donc, on a tendance à vouloir utiliser, et on fait bien, à utiliser la GenAI pour faire de la hyper-personnalisation, mais sans ces contextes-là, on ne va pas faire de la hyper-personnalisation. On va juste abaisser un peu le niveau et donner des réponses très, très générales, très plates à tout le monde. Donc, c'est vraiment là, je passe un peu de temps parce que c'est vraiment là la valeur forte qu'on apporte côté produit, de définir le cadre et le contexte initial qu'on va donner à l'LLM. Et après, bien sûr, il faut superviser le résultat en continu parce que l'IA va se tromper, parce que l'IA va pas apprendre, parce qu'il faudra mettre en place une feedback loop qui va l'enrichir. Cette feedback loop va faire du contexte additionnel. Donc, il faut comprendre comment on prend ces feedbacks des utilisateurs qui vont être des feedbacks qui peuvent être des feedbacks vraiment ouverts, comme vous l'avez déjà vu, des petits pouces par les hauts, par les bas sur les agents, ou peuvent être aussi des feedbacks en direct qui viennent lors des conversations vers l'usage de la fonctionnalité. Donc, comment on recueille tous ces signaux faibles ou un peu moins faibles et on les transforme en contexte, en réinjecté dans l'LM pour que ça améliore toujours. Donc là, on a un travail qui est énorme côté produit
parce que nous, on a la possibilité d'avoir la vision business de là où on veut aller et cadrer un outil hyper puissant pour y aller plus vite. Et c'est à ça que ça change. Ça change parce qu'aujourd'hui, on met en place des fonctionnalités, on met en place des métriques, bien sûr. On suit la métrique, on itère, on améliore la fonctionnalité et après, on passe à autre chose. Avec l'IA, on aura tendance à ne jamais passer à autre chose. On passera à autre chose en gardant toujours ces 5% des entraînements sur l'existant. Toujours pas de questions? Si, on avait une question de Noémie, mais je pense que tu as partiellement répondu, qui était quels sont tes conseils pour faire comprendre ce point, donc avoir une vision long terme sur l'IA au business. On est Ah, toujours à... Eh oui, en tant que PM. alors, en tant que PM, ce que je conseille, et ça, c'est pas pour l'IA, ça, c'est pour tout. Le business, normalement, a ce que, alors, quand on parle des business, j'imagine qu'on parle des stakeholders qui ne sont pas techniques ni produits, qui ont juste une vision un peu plus au niveau de la très très importante, mais plus au niveau par rapport à la tech, de ce qui se passe dans le produit. La tendance à dire donc qu'ils nous disent il faut faire quelque chose de l'IA, sur l'IA, c'est le FOMO. Et ça, c'est la, la clé des derniers mois. C'est vraiment super dangereux de tomber dans le FOMO et de dire, oh mon Dieu, je suis en train de louper la vague qui ne repassera plus, cette chose qui est très importante. Les conseils pour leur faire comprendre que c'est dangereux d'aller trop vite, c'est les mêmes conseils qu'on donne en général en produit. Essayer de comprendre pourquoi ils veulent aller plus vite de ce qu'on voudrait, pourquoi on doit accélérer sur ces sujets-là, si c'est juste pour ne pas perdre un train. Et pour ne pas perdre un train, il y a d'autres façons de faire. On ne doit pas forcément mettre en place la feature du siècle. On peut faire des prototypes, on peut faire des articles, on peut dire ce qu'on va faire publiquement. Et ça fait de la visibilité sur la capacité de l'entreprise à embarquer des nouvelles technologies. Donc, ça donne de la crédibilité et ça donne du temps à réfléchir à une stratégie. Et après, il faut comprendre aussi, il faut leur montrer, il faut arriver avec des données pratiques, c'est que les dangers que ça peut être un manque de réflexion autour des questions du genre. Par exemple, une stack technique qui va être de plus en plus faible ou instable et donc plus de bugs, plus des difficultés à refaire continuer une roadmap parce que il n'y a pas toute la roadmap qui a été disruptée par l'IA. Il y a normalement une partie qui a été disruptée, mais une autre partie qui résiste. Il y a des choses qui doivent être faites, qui sont très intéressantes à faire. Et du coup, la difficulté à accélérer ou à continuer à la même vitesse sur cette partie-là. Donc, la, un peu de clarté, de visibilité sur les problématiques et une compréhension forte de la raison pour laquelle il faut accélérer, c'est toujours normalement un bon point de départ pour les discussions. Parce que tu as bien répondu à la question. Je te laisse pour le chat. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a un peu anticipé, mais il y a des choses qu'il faut comprendre. La Genie cache un peu un paradoxe, je le disais tout à l'heure. Ça nous donne l'impression qu'on peut aller très très vite, mais il faudra un peu ralentir. Donc, on accélère sur les tests, on accélère sur les prototypes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour valider le marché plus vite. Aujourd'hui, si on a une idée produit, une idée d'une nouvelle boîte, mais même une idée d'une nouvelle fonctionnalité, un PM seul avec un bon design système ou un designer peut très bien mettre en place un prototype très réaliste en très peu de temps.
Et ça, c'est quelque chose qui va changer complètement notre façon de travailler aussi, parce qu'on n'aura plus besoin de d'attendre, de faire des 20% sur le temps des roadmaps normales pour montrer aux stakeholders, mais aussi aux clients, mais aussi à un marché des bêta-testeurs, des solutions un peu innovantes, un peu différentes, pour tester si ça marche, pour itérer très vite, pour mettre en place des solutions qui sont déjà, on va dire, à la V1 au V1.5 de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Moi-même, j'ai mis en place toute une solution front-end, un site internet, toute seule sans développeur. Donc, aujourd'hui, les 0 to 1, donc la première étape, on n'a presque plus besoin de devs. Et ça signifie pour l'entreprise qu'on va économiser de l'argent, euh, avoir des signaux beaucoup plus forts sur les succès ou la faillite d'une solution et donc aller beaucoup plus vite sur la vraie solution qui trouvera peut-être son marché, donc son product market fit avec quelques itérations. Donc pour ça, la GenAI est un outil, je veux dire, indispensable. Tout le monde en PM, d'ici quelques mois, utilisera pour des prototypes, pour des tests, des outils qui embarquent de l'intelligence artificielle. Par contre, lorsqu'il s'agit des réflexions long terme, donc implémentation, intégration d'une fonctionnalité, déploiement d'un nouveau marché, d'une nouvelle verticale, là, il faut ralentir. Ralentir, avoir une stratégie produit qui tient la route. Est-ce que cette solution rentre vraiment dans ce qui je vais être dans 5 ans, ou on est en train de faire un pivot dans tous les sens? Et surtout, quelle est l'architecture technique qui va me permettre de scaler cette fonctionnalité et de l'ouvrir à tout le monde, à ma base client, de la faire vivre et de la pricer correctement. Parce que l'intelligence artificielle a un coût. Aujourd'hui, on peut les minimiser. Pour des prototypes, on n'a pas besoin de dépenser des milliards d'euros. Quelques centimes, normalement, ça suffit et parfois c'est même gratuit si on utilise des petits modèles, mais à un moment qu'on doit faire des choix qualitatifs et durables, on doit aussi prendre en compte que cela, ça va avoir un coût. Donc, pour vous donner juste une checklist des basiques, vraiment des basiques fondamentaux, en réalité, on révolutionne pas complètement le travail d'un PM, on revient juste sur des basiques. On répare sur quel est le problème. Est-ce que le use case que je vais mettre en place, euh, le use case que je vais donner à mon LLM est clair? Déjà, sous ça, on a une clarté assez forte ou on est en train de donner quelque chose de vague? Parce que être vague avec un LLM signifie avoir un output ou quelque chose qui est 10 fois plus vague. Donc, on s'éloigne très, très rapidement de là où on veut aller si on n'est pas très précis en amont. Et après, il faut se poser la question, est-ce que l'IA est la bonne réponse au problème que je vais résoudre? Il y a des cas où ça l'est pas. En faisant les choses sont, et en les faisant bien, on va peut-être plus vite. Et, et dans ces cas-là, peut-être, il faut s'accorder, et là, le PM a un rôle fondamental, s'accorder le droit de dire, pour ce use case-là, compte tenu de notre stratégie, de l'ROI que je vais en avoir, de l'importance côté utilisateur d'avoir une réponse fiable, je ne vais pas sur de l'IA. Ou pour toute autre raison, que ça peut être éthique, ça peut être écologique, ça peut être n'importe quelle autre raison, mais il faut s'accorder le droit de dire, on va pas utiliser l'IA pour ces problèmes-là, on va les résoudre différemment. Tu réponds d'ailleurs à deux questions qui ont été posées dans le chat, Sylvana, justement, qui demandait plusieurs exemples concrets de là où on utilise l'IA et pourquoi, et là où on ne devrait pas l'utiliser finalement. Euh, c'est une question de se poser les bonnes questions en tant que PM et la question du sens fondamentalement derrière. Exactement. Ça, là où on devrait pas l'utiliser et là où on l'utilise, ça dépend vraiment
du contexte du produit de chacun. Je n'ai pas, je ne peux pas vous donner des cas qui marcheront pour tout le monde. Euh, Moi, je peux vous dire, avant, je travaillais dans une entreprise qui faisait de la réco-produit. Et pour être un peu plus, euh, pour donner un peu plus des détails, des billes sur pourquoi on recommandait quelque chose, on faisait des petites descriptions produits sur les produits qu'on recommandait et on a décidé de les faire avec un LLM. Bon, c'était aussi au début, hein, c'était pas, la puissance n'était pas celle d'aujourd'hui, mais le cas tient toujours. Donc, on a livré la solution, on faisait des petites descriptions, hein, c'était pas non plus des textes énormes, on avait 2 lignes de description pour un peu, nous, on recommandait des produits dans le mass retail, donc dans la grande distribution, et c'était des produits qui étaient très proches entre eux, hein. Il fallait choisir entre je sais pas, 2 bouteilles de vin, de fromage, lorsque l'utilisateur avait pas à partir de l'étiquette une vraie connaissance de pourquoi l'un est différent de l'autre par la marque. Donc, on faisait des petites descriptions pour les aider à choisir parmi nos recommandations. Et malgré le fait qu'on avait pas mal de contextes, nous, on avait déjà un système d'intelligence artificielle qui faisait la recommandation. Donc, c'était pas de la GenAI, mais c'était de l'intelligence artificielle. On donnait pas mal de contextes. Parfois, les moteurs des LLM, les LLM prenaient un peu de liberté et ils partaient un peu sur des discussions un peu poétiques. Euh, et parfois, ils utilisaient des termes qui étaient corrects, mais pas du tout vendeur. Donc, on a reçu un peu des appels à des marques parce que nous, après, on n'allait pas tout lire. On a commencé à recevoir l'appel des marques qui nous disaient, mais non, mais ça, c'est banni, cet terme est banni dans notre marketing. Vous pouvez pas écrire ça sur ma marque. Donc, là, il y a un manque de crédibilité. Bon, c'était rigolo et c'était pas grave, hein, heureusement. On- mais c'était peut-être pas le bon usage qu'on allait faire de cet LLM. C'était peut-être mieux de prendre notre propre système qui avait marché très bien jusqu'à là et pas vouloir juste en rajouter une couche avec des phrases un peu plus punchy, marketées et jolies pour décrire ces produits plutôt que laisser un LLM les faire parce que ça n'apportait pas grand-chose. Ça n'apportait pas grand-chose en plus et en plus, ça avait créé du bruit qui jusqu'à là n'existait pas. L'autre raison de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, mais ça, ça vaut pour tout. Quand l'ROI, et du coup, c'est le point d'après, quand l'ROI n'est pas intéressant. Ça a un coût, c'est un coût, on le disait, hein, ça peut avoir plus ou moins un coût en fonction de ce que vous faites. Et dans cette ROI, il ne faut pas considérer juste le coût de l'LLM en soi, vraiment combien ça nous coûte de faire des calls à OpenAI. Dans ces coûts-là, il y a aussi toute cette maintenance. Il y a aussi les coûts du client qui vous appelle en disant, vous pouvez pas dire ça de mon produit, ce terme est banni par notre marketing. Donc, tous ces coûts-là, tous ces risques-là, il faut pas devenir un risque adverse et dire, oh mon Dieu, je sais pas ce qui va sortir, donc on va pas le faire. Mais il faut prendre en compte que sur des sujets sensibles, si vous travaillez avec de la donnée sensible, si vous travaillez avec des clients qui ont un domaine un peu délicat, sur ces sujets-là, peut-être ne pas laisser vraiment l'IA tout faire sans une supervision assez forte. On peut l'utiliser, par exemple, pour générer des tests qui vont être validés. On peut la cadrer un peu plus. On avait une autre question qui disait, une question de Jessica qui te demandait, est-ce qu'un chatbot constitue une réponse fonctionnelle satisfaisante pour mettre en place de la GenAI dans son produit? Moi, j'ai envie de répondre, ça dépend. Ben, ça dépend ce qu'on veut faire. Si, pourquoi on va mettre de la GenAI sur un produit juste pour faire... normalement, si on veut mettre de la GenAI dans un produit juste pour dire check, ce n'est jamais une bonne raison. Et même sur la question du chatbot, je pense que si on parle d'un chatbot qui est customer facing, potentiellement, qui va prendre peut-être du niveau 1 sur du service client,
Faut faire attention au tone of voice. Comme tu disais, bah voilà, toi, tu as eu un autre cas sur des marques justement en disant attention, nous, s'il se passe ces termes-là, mais de pouvoir bien répondre aussi. Donc, c'est toujours la question bah, de qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi, et qu'est-ce que ça va régler finalement comme pain en fait en interne. Est-ce que c'est un gain d'efficience, par exemple, sur un service client, auquel cas, pourquoi pas? On y voit, mais comme tu disais, Sylvana, il y a besoin de supervision humaine dans tout ça aussi pour garder du sens. Après, mettre de la genia pour mettre de la genia, ça sert pas à grand-chose. Ça ajoute vraiment une couche d'aide technique importante. Donc, si l'objectif est juste de faire semblant de faire de la genia, euh, ce n'est pas une bonne façon de faire. Faites des articles marketing en disant que vous les faites et le faites pas, hein. C'est vraiment, il faut le faire. Mais c'est vraiment pas une bonne raison d'ajouter de l'IA juste pour l'ajouter, à, à moins que la, il y ait la seule raison qui me passe par l'esprit, c'est de faire une levée des fonds. Voilà. Mais c'est juste chevaucher une mode. Euh, c'est pas lié au problème, hein. Chevaucher des modes, c'est rarement une bonne chose au long terme. Et après, il y a la feedback loop. Feedback loop, super importante. Comment on les intègre? On a déjà un peu discuté comment on intègre ces feedbacks. Comment on les utilise pour enrichir le contexte. Comment on les utilise pour guider l'IA à être toujours plus performante et à peaufiner certaines choses qui ne sont pas encore comme on voudrait. Et ça va être constant. Ça restera. C'est pas juste des feedbacks, c'est vraiment de l'enrichissement et c'est là qu'il faut une stack technique aussi pour les faire, de l'enrichissement constant qui doit être mis en place et doit être réfléchi. Du coup, tout ça, la première étape, ça reste toujours comment comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, bon, j'allais vous ennuyer aussi, mais si vous avez l'occasion de faire, de regarder un peu plus techniquement comment fonctionne un LLM, ou comment fonctionne un peu l'intelligence artificielle en soi, comprendre comment ça marche est vraiment la première étape pour utiliser quelque chose. On doit comprendre qu'on ne déploie pas une IA. J'entends toujours, on a déployé la dernière feature IA dans ma boîte. On la déploie pas, on la cadre. On fixe les règles, on l'intègre dans une stratégie produit, on embarque de l'IA dans un produit. Mais en réalité, à moins de travailler dans une boîte qui produit des modèles, on ne déploie rien. Derrière le sens déployer, il y a un peu une notion de plug and play qui me plaît pas trop parce qu'on a l'impression de pouvoir la brancher quelque part et la laisser vivre. En réalité, il y a tout un travail qui est fait en amont et que le PM doit faire, qui est super intéressant et qui a une valeur infinie. Euh, et il y a un travail en aval à faire qui fait que on peut pas juste dire on déploie l'IA dans notre entreprise. Non, on la cadre. On prend un outil hyper puissant et on les bride un peu. On lui met des règles, on connaît les limites, on sait là où il peut se tromper, on sait là où il se trompera pas parce qu'on a mis des règles métiers pour qu'il ne se trompe pas et on les surveille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas, il nous reste allez, 5 minutes. Vous pouvez poser toutes vos questions à Sylvana. Alors, on a cassé un peu le mythe à travers ce webinaire, mais je pense que Désolée. c'était important. Mais non, mais c'est important parce que c'est naviguer dans une complexité, c'est naviguer avec quelque chose que, comme tu l'as dit, il faut apprendre à maîtriser, si je fais un résumé. Mais c'est, je pense, moi, avec ma casquette de coach produit, c'est aussi ce que je dis au PM, c'est de toute façon, avant de vous intéresser à une technologie, enfin, comprenez cette technologie, voyez, mettez-vous des garde-fous, mettez-vous des règles, discutez avec la tech, cadrez ça, et comment est-ce qu'on va l'intégrer effectivement dans cette stratégie qui fondamentalement, on en revient
on renforce encore plus j'allais dire, les basiques du product management, mais il faut aller plus loin et la compréhension finalement de tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, on peut le qualifier quand même de terme marketing, puisque ça embarque énormément de choses derrière, est très fondamentale dans tout ça. On nous dit merci. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'avec Sylvana, on a décidé de faire un partenariat justement autour de ce sujet. Donc Sylvana lance une formation pour les product people avec nous, avec Fluo. Donc je vais vous mettre le lien dans le chat et n'hésitez pas évidemment à nous contacter si ça vous intéresse. L'idée, vous l'avez compris, je pense aussi tout au long de ce webinaire, c'est qu'il n'y a pas un conseil qui est applicable pour chacune des boîtes. Tout est très spécifique, ça dépend de votre produit, ça dépend de votre utilisateur, ça dépend de votre stack technique, ça dépend de votre maturité. Et tout ça, ça se travaille pour éviter effectivement ce nivellement vers le bas qui va apparaître. On en a souvent parlé toutes les deux. Le ROI qui baisse, voilà, et réussir à bien contrôler et comprendre tout ça. Donc c'est pour ça que on a monté ce format de formation avec Sylvana. Donc n'hésitez pas à nous écrire si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations, évidemment. Je vous mets l'adresse, c'est formation@fluo.fr et on y répondra avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci.